Esprit Sport, le bonus, toujours avec le directeur technique du GUC JCG, c'est ça, le judo club de Grenoble, Philippe Ribaud, avec Éric Clair et Mathias Arez. Vous avez fait du judo, vous, quand vous étiez petit? Même pas. Mon frère en a fait. Ah, c'est ça. Et toi, non? Non. Toi, c'est foot. Foot. Et danse. Voilà. Mais ce sera pour une autre fois. Et la danse, absolument, pour une spéciale. Éric est un marathonien, on le rappelle. Et c'est vrai, en plus. Et c'est vrai. On ne va pas ressortir la photo, mais on a des preuves à l'appui. Vous êtes plutôt rodé à l'organisation des tournois. Cette fois-ci, c'est la première fois que vous lui donnez une dimension internationale. Pourquoi? Alors, ça fait un petit moment qu'on n'avait plus fait la dimension internationale. Pourquoi? Tout simplement parce que nous-mêmes, nous déplaçons un peu plus à l'international à nouveau. On avait stoppé un petit peu à un certain moment. Et pourquoi? Tout simplement pour que les jeunes vivent d'autres expériences. Absolument. Alors à La Clémenceau, on a la capacité de recevoir beaucoup de monde aussi, 500 personnes. Alors évidemment, tous les judokas ne vont pas être en même temps, bien sûr, sur les tatamis du judo club. Concrètement, c'est du plus grand au plus petit, c'est ça? C'est ça. C'est du 6-13 ans. Donc on commence par les 13-12 ans et les catégories d'âge se succèdent tout au long de la journée. On commence par, je pense, sur les 12-13 ans, les inscriptions ne sont pas clôturées encore. Il devrait être entre 80 et 100, puis après 150, voire un peu plus. Et 150 et 150 toute la journée. Donc voilà. Et le grand public s'y retrouve? Est-ce qu'il y a un petit côté un petit peu didactique aussi, ou est-ce que vous vous adressez vraiment aux spécialistes, aux amateurs, aux pratiquants? Alors là, sur les publics jeunes, ce qui est intéressant, c'est que souvent la famille accompagne. Donc en fait, on va se retrouver avec à peu près 1500 personnes qui passent dans la journée en termes de public. Et au niveau des enfants, ce qui est intéressant, c'est justement c'est que ça devient une activité qui est partagée par la famille. Et donc, où on voit évoluer les petits bouts sur la gestion des émotions, comme on appelle, en situation d'opposition. Et en dehors justement de la famille, est-ce que vous arrivez à attirer un public hors familial, justement? Hors familial, non. Souvent, c'est comme ça que ça fonctionne. Même lorsqu'on fait les activités en club, ce sont les grands-parents qui amènent, etc. Et sur les tournois, c'est rare qu'il y ait un public qui s'arrête, qui ne connaisse pas l'activité. C'est vrai qu'il faut être pratiquant ou avoir pratiqué, ou alors s'intéresser à une activité comme le judo pour connaître, on va dire, les règles et puis y voir un intérêt sportif, quoi. Parce qu'on a beau tenter de démocratiser davantage lors des retransmissions télévisées, c'est encore compliqué. Oui, c'est encore un peu compliqué. Après, on montre souvent justement les catégories de Teddy Riner, qui est une catégorie lourde. Donc les gens ont du mal un peu à voir aussi des activités, des catégories plus légères. Eux, c'est assez mobile, alors que les activités des plus légers, bien sûr, c'est une activité qui est très rapide, où les actions peuvent se passer à une fraction de seconde. Donc c'est là où il faudrait que la médiatisation soit un peu plus importante. Et oui, Douillet, Riner, c'est vrai que c'est souvent les grands et gros qui marquent les esprits. En termes d'organisation, on imagine 500 enfants comme ça sur une journée. Ça doit être pas facile à gérer en termes d'organisation. Ça doit non, c'est pas simple, mais bon, ça va. On va dire qu'on est assez rodé. Ce qu'il faut, c'est respecter le timing. Donc il y a un peu des inconnus sur le nombre de participants, mais bon, on a à peu près 10 surfaces de tapis, à peu près 800 mètres carrés de tatami qui va être installé, 10 surfaces de combat avec à peu près 50 à 60 arbitres, plus les bénévoles, ça fait une centaine de personnes. Donc oui, ça devrait bien se passer. C'est difficile dans ces catégories d'âge de se faire de confronter des enfants issus de pays différents qui n'ont pas forcément des niveaux équivalents? Non, c'est pas difficile puisque l'activité permet justement ces rencontres. Généralement, dans les autres pays, sur ces catégories d'âge-là, les niveaux sont à peu près à l'identique, que ce soit la Suisse ou l'Italie. L'Italie, ils sont très... Il y a peu de licenciés, mais ils sont très forts. Très forts, ouais. Voilà. Très combatifs, ouais. Justement, d'un pays à l'autre, c'est important pour les enfants de se confronter à... Est-ce qu'il y a d'autres techniques, justement? Est-ce que la technique italienne est différente de l'éthique espagnole, par exemple? Ouais. Alors, les Italiens, si on parle un peu d'aspect spécifique... C'est une grande nation du judo. Voilà, les Italiens sont très combatifs au niveau de la saisie, parce qu'en fait, il faut saisir le kimono pour projeter l'adversaire.
Ils sont très combatifs à ce niveau-là, ils ont une très bonne réputation. Et puis eux, ils ont des athlètes souvent qui sont classés à niveau international. C'est un pays type qui sort énormément à l'étranger, même sur les petits ou gros clubs. Donc pourquoi? Pour faire vivre des expériences. Et puis en plus, c'est une émulation supplémentaire en fait, de partir à l'étranger pour combattre tout simplement. Les spécificités du style français plutôt? Spécificité du style français. Alors, le judo français reste une activité assez complète. Il y a une progression qui se fait maintenant chez les plus jeunes. La fédération essaie de mettre en place une structuration. Alors, c'est jamais simple dans les fédérations de mettre en place des pôles France, des pôles espoirs. Ça bouge beaucoup, même au niveau politique, de la politique sportive, des budgets. Mais le judo français est assez complet, on va dire. Donc c'est un judo assez technique. Après, bien sûr, c'est une activité où il faut beaucoup s'entraîner pour performer, en fait. Un athlète qui s'entraîne minimum 12 heures par semaine, c'est un athlète qui veut être performant, mais c'est le minimum à faire pour déjà, même jeune, à rentrer dans une performance. Pour développer une bonne technique, pour appréhender celle de l'adversaire aussi. Il y a le côté tactique, il y a le côté technique, il y a le côté physique. On a besoin d'énormément d'endurance, énormément de force dans l'activité, de plus en plus, puisque les méthodes de préparation physique se développent énormément. Il y a beaucoup de sports qui suivent l'évolution technique. On pense au football, dans les règles actuellement, tout ce débat qu'il y a autour de l'arbitrage, des moyens technologiques qui interviennent. Vous, est-ce que c'est une discipline en fait qui est vouée à pas trop évoluer justement parce qu'il n'y a pas tout ce caractère technique. Alors sur le caractère technique, non. Il y a eu énormément de changements de règles. Le judo qu'on pratiquait il y a 10 ans n'est vraiment plus le même maintenant. Avant, c'était un sport qui était plus proche de la lutte parce qu'en fait, d'ailleurs, quand les pays de l'Est sont rentrés dans les championnats du monde et olympiques, en fait, avant c'était l'URSS et puis après, il y a plusieurs pays émergents. Et l'activité, justement, ils ont enlevé tout ce qui était l'aspect lutte, en fait, tout ce qui était le corps à corps, où on ramassait les jambes, etc. Maintenant, c'est devenu un sport plus technique en termes de gestuel judo pur, où les projections sont... Enfin bon, ça c'est... Il faut l'imager pour le comprendre, où les projections sont plus jolies. Et donc, il y aura du sacré niveau sur ce tournoi, alors Ce sera un niveau sympa, oui. Bon, très bien. Les arrêts de jeu d'Esprit Foot avec Francis Daddy Ngoy. Il faut réviser quand même un tout petit peu. On prononce bien d'ailleurs? Oui, très bien. Francis Daddy Ngoy, très bien. Ok, bon, très bien. Merci beaucoup. Originaire de Kinshasa d'ailleurs? C'est ça, ouais. C'est ça. En République démocratique du Congo. Oui, RDC. Mathias Arez avait encore des petites surprises pour notre milieu de terrain. Encore des petites surprises, ouais. Francis, du coup, tu es encore l'un des rares à avoir été formé au GF38 aujourd'hui dans l'effectif professionnel. Tu en as vécu des choses et tu as rencontré des gens et notamment une personne qui voulait te passer un petit message. Salut Francis, j'espère que tu vas bien. Tout d'abord, félicitations à toi et tous tes partenaires pour la saison que vous avez faite, parce que pour une première saison en Ligue 2, assurer le maintien aussi rapidement comme vous l'avez fait, c'est très bien. Donc je suis fier de ce que vous avez accompli. Je reste toujours le premier supporter du GF38, bien évidemment. Content aussi de la saison que tu as pu faire. Voilà, tu as montré que tu étais capable de jouer à ce niveau-là. Je voulais juste te poser une question. J'aimerais avoir une réponse concrète. Et la vérité surtout, je voudrais savoir si tu avais soigné tes yeux. Parce que je ne sais pas si tu te rappelles qu'en 16 ans nationaux, tu avais quelques problèmes. Tu t'étais même trompé de poteau sur un corner. Donc voilà, je voulais savoir si tu avais soigné tout ça. Parce que la dernière fois qu'on s'est rencontrés, je n'ai pas eu l'occasion de te poser cette question. Bon, je vous embrasse à tous et je t'embrasse Francis et encore bravo pour ta saison. Ah, ils sont taquins avec toi, ils sont taquins. Ah ouais. De quoi ils parlent avec les yeux? Parce qu'en fait... je crois que c'était en catégorie quand on était en 16 nationaux. Il y avait un corner, on joue contre l'Olympique de Marseille, il me semble, au Stade Vercors, sur synthétique. Il y avait un corner et moi j'étais censé être placé au premier poteau. Sauf que je me suis placé au premier poteau, mais à l'inverse où le corner devait être tiré. En fait, j'étais à l'envers en fait. Et ça n'a pas marché, bien sûr. Ah non, c'est pas marché. Ah non, c'est pas possible. Bon, et depuis? Moi, depuis, non, j'ai pas soigné mes yeux. Hein. Non. Je continue à jouer sans lentilles parce que je ne les supporte pas. Mais sinon,
Je porte toujours mes lunettes pour regarder la télé, conduire, mais sinon sur le terrain, ça ne me gêne pas. C'est vrai qu'Olivier a des belles lunettes aussi. Donc, vrai. Il y a un magasin de lunettes d'ailleurs, Olivier, à Châteauroux. Ouais. Ah, et ben alors, en tout cas, on t'embrasse aussi, Olivier. C'est vrai que c'est cool, ce genre de petits messages. Ah, nous, on est toujours un petit peu nostalgique aussi. On regarde pas souvent dans le rétro, mais quand on regarde dans le rétro, on trouve que vous avez quand même fait un parcours assez dingue, on va dire vous et vos compères formés au GF38 et notamment ces dernières années, après quelques saisons en CFA, se retrouver ici, peut-être, allez, on parie sur un top 7, on va dire, de Ligue 2. Ouais, non, c'est. Je sais pas comment expliquer. Non, c'est sûr que ça fait du bien, je sais pas. Vous regardez toujours devant, finalement, à Oui, dire hein. il faut qu'on fasse ça, il faut qu'on se maintienne, il faut qu'on monte. Mais quand on regarde, est-ce qu'on arrive aussi à se satisfaire d'avoir réalisé aussi ces choses-là, de faire grandir un petit peu de nouveau aussi le foot ici à Grenoble? Oui, c'est sûr que oui. Tous les jours, on essaie d'aller vers l'avant. On sait très bien que quand on reste sur une place, on essaie toujours d'aller chercher plus haut. Et faire grandir le foot à Grenoble, nous, on est là en tant que joueurs, c'est ce qu'on veut, quoi. Faire grandir la ville, faire plaisir aux gens qui sont dans cette ville, et ça fait toujours du bien et qu'on leur donne du bonheur, quoi. C'est vrai que quand on regarde le parcours des anciens, on peut être que fier. Entre anciens, il y a un rapport particulier aussi. Ouais, entre anciens, c'est sûr qu'il y a un rapport particulier, parce que nous, on a vécu pratiquement, on va dire, pratiquement beaucoup l'histoire du club. Donc, on a vécu les montées en Ligue 1, la descente en enfer quand il y a le dépôt de bilan. Donc, aujourd'hui, quand on remonte avec les anciens, c'est vrai que c'est quelque chose à part et ça fait du bien. Au moral, ouais. Exactement. C'est vrai qu'on a plein d'histoires à se raconter. Il faudrait quand même qu'on retrouve aussi des traces de la première saison en CFA2 de Florian Thauvin, c'est ça? Ouais, on va trouver des traces. Ouais, on va essayer de retrouver des petites choses quand même. Et c'est vrai qu'on a plein de belles histoires à se raconter avec toutes ces années-là. Et l'histoire, elle n'est pas finie. Il y a encore plein de jolies choses à écrire et Esprit Foot sera là. D'accord? D'accord. Merci beaucoup d'être venu. Merci à C'était vous. un vrai plaisir. Merci. Parce que pour vous, c'est pas terminé. Alors pour nous, pour Perpignan, c'est terminé en revanche. Il y avait quelqu'un, je crois que vous êtes resté très amis avec David Mellé, c'est ça? Ouais, c'est ça. La plupart des du joueurs. groupe. Je ne sais pas s'il est avec nous, s'il nous entend. Oui, on n'entend pas très très bien. On va essayer de se rappeler tout à l'heure peut-être. En tout cas, voilà, Allô? on avait la petite... Oui. Oui, allô? Oui, je vous entends. T'es là? Alors nous, on t'entend pas très bien. Je vais demander de monter un petit peu le son sur le plateau. Comment ça va, David? Eh ben, ça va très bien, et vous? Bah, nous, ça va, enfin ça va. Pour nous, ça continue. Hein. Pour vous, on sait que ça va se continuer, non, c'est mais fini. il y a plus de suspense. Hein. On est désolé pour vous, pour toi et pour ton club. Oh, c'est pas grave. Vous savez, il y a des saisons comme ça où pas grand-chose ne réussit. Et ça a été le cas pour nous. Ça a été très compliqué, même si il y a eu des tournants de la saison qui auraient pu être bons pour nous, mais il s'avère que ça a été contre nous et on en est là aujourd'hui. C'est vrai, ça, David, que c'était vraiment pas passé loin au départ, notamment tous ces matchs qui sont passés, que vous avez perdus à quelques points près seulement. Ouais, c'est ça. Beaucoup de matchs à domicile où, pour n'en citer que quelques-uns, je crois que Castres, Montpellier, Lyon à domicile, si on les gagne, il n'y a rien à dire, mais aussi à Agen et à Pau où on se retrouve dans la situation où on peut l'emporter et au final, ça nous file entre les doigts et voilà. Et après, vous savez, quand la confiance n'y est pas et qu'on rentre dans une spirale négative, c'est compliqué de relever la tête. Ça, c'est sûr. Sauf que là, tu le sais, hein, Grenoble a perdu 47-12 à Montpellier. Et vous, c'est vraiment le gros coup d'éclat que vous avez pu réussir cette saison, cette victoire incroyable à Montpellier. Ah oui, c'était un des gros moments de notre saison. C'est vrai qu'à partir de ce moment-là, on s'est dit que peut-être le maintien était encore possible. On y a cru vraiment, et après il y a cette défaite contre Agen à domicile qui fait que ça annihile tous nos espoirs et ça a été dur à encaisser. Mais c'est vrai que ce match-là à Montpellier a été et restera pour beaucoup un très beau moment. Alors je sais que tu es resté assez proche de certains joueurs ici, Bastien. Ça fait plaisir d'avoir David ici sur ce plateau à distance. Ouais, ça fait plaisir. Comment tu vas, David? Ça va, mon Bastien, et toi? Ça va, ouais, nickel.
Nous, on a la chance avec Bastien de rester quand même très en contact, de savoir au téléphone et de se voir de temps en temps. Donc c'est vrai que j'ai gardé de très bons amis à Grenoble et c'est pour ça que je me fais un plaisir à chaque fois de revenir en famille pour voir tout le monde. Et ça, c'est sûr. La personne t'a oublié. Ouais, Bastien, tu as une petite question pour, pour David? Non, pas de question, mais comment tu vas? T'as la forme ou quoi? Oh, ça va très bien. On prépare le match à Clermont. Ouais. Ça risque d'être encore compliqué, mais et bon, il reste 3 matchs à la fin de la saison. Il va falloir serrer les dents et essayer de faire tout notre possible pour pas passer pour des peintres. C'est ça. Yes. Et tu viens quand tu veux à Grenoble, hein? Voilà, ça marche. Merci Bastien. De toute façon, tu veux dire au club ou juste rendre visite? Non, rendre visite, enfin comme il veut. Au club, c'est pas possible. Non, ça c'est sûr. Est-ce que tu sais d'ailleurs ton avenir, toi qui nous avais parlé parfois un petit peu de rêve d'entraîner aux États-Unis, est-ce que ça a fait du chemin déjà dans ta tête? Ouais, ça continue de faire du chemin. Vous savez, je suis quelqu'un qui a toujours besoin d'être stimulé, d'avoir des projets, des nouveaux projets. Mais je réfléchis. Il y a plein de choses qui sont possibles. Est-ce que je vais continuer à jouer? Est-ce que je vais arrêter à la fin de la saison? Je sais pas. Pour l'instant, j'ai pas trop encore pris de décision. On verra bien ce que deviendra mon avenir. Mais j'y réfléchis et je vous avoue que c'est pas toujours facile de trouver le sommeil. Parce que ben je me prends la tête avec plein de choses et je réfléchis beaucoup. Oui, c'est sûr, c'est un moment un petit peu compliqué. On a forcément tous cette question au bout des lèvres. On sait que tu ne regrettais absolument pas de partir à Montpellier. Tu pensais peut-être juste qu'il y avait un petit goût d'inachevé avec Grenoble. Est-ce que c'est encore le cas? En gros, est-ce que tu as des regrets d'être parti? Les regrets d'être parti, en fait, c'est pas forcément des regrets, mais c'est de la déception au final de ne pas avoir pu goûter aux fruits de notre labeur de l'année dernière, en fait, et de s'être battu pour obtenir cette montée, et au final de pas en savourer les fruits, quoi. Et c'est juste ça que je peux regretter. Après, non, de partir et d'être rentré chez moi, de pouvoir rejouer dans mon club de cœur, dans mon club formateur, non, absolument pas, je ne regretterai jamais. Malgré que la saison est très compliquée, ça je ne pouvais pas le prédire et de toute façon, si j'étais resté à Grenoble, peut-être que ça aurait été notre cas. Donc je regrette pas mon départ, je regrette juste le fait de ne pas avoir pu vivre cette saison en top 14 avec les mecs avec qui je me suis battu. Voilà, avec toute l'affection et toute la joie que j'avais pour mon frère, c'est vrai que personnellement, c'était assez compliqué pour moi de le gérer. J'ai eu un petit passage à vide par la suite, 1 ou 2 ans, où il a fallu que je me remette en question et que j'accepte un petit peu le fait que mon frère soit meilleur que moi. Ce qui est dur à accepter pour un grand frère, le fait de se dire que le petit nous passe devant dans notre discipline. C'était pas évident à gérer pour moi. Et puis une fois en fait que le pas a été fait, ça a lancé pour moi ma carrière et enfin. Une sorte relancer ma carrière et en 2012 j'ai obtenu j'ai fait ma meilleure saison, donc je pense qu'une fois que j'ai su en fait comment apprendre de mon petit frère comme lui avait pu apprendre de moi par le passé, je pense que le virage s'est fait et j'ai pu me projeter un petit peu sur la suite. Ça peut se comprendre aussi. Et par la suite, ce qu'il a accompli, et vraiment en régnant sur cette discipline, en régnant même sur le sport français et sur le sport mondial, vraiment une carrière absolument exceptionnelle. Est-ce que ça a aussi changé des choses pour toi, de ton côté ? Oui, forcément. Enfin, moi, en tout cas, je ne sais pas si ça a changé des choses pour moi. Ça a changé des choses pour lui, surtout, je pense, même s'il est toujours resté le même. Mais ça a surtout changé des choses pour notre discipline, dans l'Hexagone, en tout cas. Martin est un très bon communicant. C'est quelqu'un qui a beaucoup qui est très intelligent, de travail dans ce domaine et qui a des bonnes idées, qui a un certain côté très entrepreneur dans ce qu'il fait et il arrive à fédérer beaucoup de personnes autour de lui lorsqu'il lance des projets. Et je crois que grâce à lui aujourd'hui, le biathlon bénéficie d'une nouvelle dimension dans les médias et
C'est une très bonne chose pour la discipline et pour le ski français en général. Et alors, au-delà en plus de ce moment difficile que tu as eu à gérer, qui peut arriver à d'autres aussi, fratries de sportifs, c'est parfois un modèle qui peut se produire. Finalement, tu avais montré une trace à peut-être un des athlètes les plus exceptionnels qui ait connu notre pays. Bon, passer justement ce petit moment compliqué, peut-être est-ce que votre relation s'est même reconstruite? Est-ce que toi aussi, ton mental a pu se reconstruire à partir de là? Je crois qu'on a toujours été très proches, même pendant notre période difficile. Ensuite, ça a été des moments où on était... lui avait son début de carrière à gérer. Moi... j'étais un petit peu sur de la rancœur sur ce qui pouvait se passer. Je ne dirais pas de la jalousie, mais voilà, un petit peu de rancœur. Ça a remis complètement tous mes schémas en question. Et c'est vrai que voilà, on s'est pas perdu de vue, mais un petit peu éloigné pendant 2 ans avant de se retrouver par la suite et encore plus actuellement. Donc c'est génial.